Eh bien, Florian Philippot, bonjour. Bonjour. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci de suivre ce direct sur Valeurs Actuelles. N'hésitez pas à poser des questions au cours de l'entretien. Les questions intéressantes seront posées à Monsieur Philippot. On va commencer par des questions d'actualité, avec bien sûr ce qui s'est passé à Dijon, une ville qui a été le théâtre de troubles entre membres de la communauté tchétchène et trafiquants de drogue locaux sur fond de règlement de compte. De quoi cette situation est-elle révélatrice ? C'est révélateur, à mon sens, de la partition en cours du territoire national. C'est-à-dire que ça s'est passé à Dijon, et d'ailleurs, je crois que ça a choqué, parce que pour l'immense majorité des Français, Dijon, c'est une ville de réputation plutôt tranquille, et on se rend compte que ça peut être le théâtre de scènes de guerre. Enfin, on a vu des vidéos passer tout à fait hallucinantes sur les réseaux sociaux, où on voyait des gens avec, y compris des armes, alors peut-être des armes factices au milieu, mais bon, il y avait quand même des revolvers et peut-être même des armes de guerre. Et l'affrontement, comme on a dit, entre deux communautés, alors maghrébines, je pense que ce sont quand même essentiellement des Français, en fait, d'origine maghrébine, de l'autre côté des Tchétchènes, et la police qui n'intervient pas pendant tout un week-end, parce que le préfet Schmelz, d'ailleurs, l'a avoué, parce qu'il ne savait pas quoi faire, parce qu'il était démuni. Donc, face à cela, je pense que les Français se disent, mais la situation est devenue absolument gravissime, et surtout on a l'intuition, plus que l'intuition parce qu'on l'a déjà vu, que ça peut se produire de la même manière et peut-être même avec une intensité supérieure, probablement aujourd'hui dans des centaines de villes en France en fait. C'est ça qui est extraordinairement inquiétant. C'est que ça peut se produire à peu près dans toute la banlieue parisienne, et dans la banlieue de la plupart des grandes villes, et même dans beaucoup de villes moyennes aujourd'hui. Vous savez, moi je viens de Forbach, 20 000 habitants, sous-préfecture. Ce qu'on a vu là, ça pourrait se produire à Forbach. Voilà. Je ne serais pas étonné. Et d'ailleurs, il y a des choses déjà très graves qui s'y sont produites. Donc, on a un État qui est en déliquescence totale, et des questions qui sont posées derrière sur la criminalité et sur l'immigration. C'est évident que si on ne pose pas la question de l'immigration dans cette affaire, on est complètement sourd et aveugle. Vous avez effleuré la question, mais je voulais poser une question un peu plus précise là-dessus. Effectivement, les forces de police ont mis plusieurs jours avant d'intervenir, et les habitants se sont sentis abandonnés par l'État. Est-ce que cette situation qu'on a vue pendant plusieurs jours à Dijon, c'est un avant-goût de ce qui pourrait se passer en cas de généralisation de ce type de conflit sur le territoire français ? Bien sûr. Imaginez que ce qu'on a vu à Dijon se produise ne serait-ce que dans 20 villes en même temps. Pas besoin de 150, hein. Ne serait-ce déjà 20, puisque là on a même envoyé le RAID. Des raids, on n'en a pas 36. Hein. On a le RAID, normalement le RAID c'est le terrorisme et les prises d'otages. Hein. On a GIGN côté gendarmerie. Voilà. Bon, moi je pense que si vous voulez... Il y a deux choses. D'abord, il y a l'immédiat, il faut aller chercher toutes les armes. Toutes les armes et démanteler les trafics qui sont dans des quartiers qui sont quand même bien identifiés. Là, c'était... Bon, moi, j'ai découvert ce quartier, parce que je ne suis pas de Dijon, mais les Grésilles, on en a beaucoup parlé. Bon, j'imagine, on connaît bien tous ces quartiers, il y en a beaucoup. Il faut aller chercher les armes. Il faut envoyer l'armée. Au bout d'un moment, on ne va pas s'en sortir. On ne va pas envoyer simplement des gendarmes mobiles et des CRS. On va envoyer l'armée tranquillement pour aller chercher ces armes. Est-ce que c'est vraiment le rôle de l'armée Non, c'est pas son rôle. D'intervenir sur le territoire national ? C'est pas son rôle, mais est-ce que c'est normal que la France soit dans cette situation ? Est-ce qu'on est dans une situation de toute façon normale ? Non, on n'est plus dans une situation normale. Donc je veux dire, aux grands mots, les grands remèdes. On ne peut pas s'en sortir simplement avec le commissariat du coin ou la gendarmerie, malgré tout le travail qu'ils font. On ne peut plus s'en sortir. Encore une fois, le RAID et le GIGN ne sont pas extensibles à l'infini. Il faut aller chercher d'urgence les armes dans ces quartiers. On va y envoyer tranquillement l'armée. Ça va soulager 95% des populations qui y vivent et qui n'attendent qu'une seule chose, c'est qu'on y rétablisse l'ordre. Voilà ce qu'ils attendent. Et puis, de manière plus structurelle, il est évident qu'il faut poser la question de l'immigration, parce que là, si vous voulez, on a s'entrechoquent deux immigrations. Une immigration assez ancienne, manifestement des Français d'origine maghrébine non assimilés, c'est le moins qu'on puisse dire, et en face, on nous a dit des réfugiés tchétchènes. Et là, je vais vous raconter une histoire, parce que Macron nous a dit qu'il souhaitait que ces réfugiés tchétchènes impliqués soient expulsés. Mais ce que Macron ne dit pas, c'est qu'il ne le fera pas. Il ne peut pas le faire. Vous savez comment on fait pour retirer le statut de réfugié aujourd'hui en France ? Vu le maquis de traités internationaux, supranationaux dans lequel notre pays est enserré, pour perdre votre statut de réfugié aujourd'hui en France, vous devez avoir commis un crime contre l'humanité, ou un crime de guerre, ou être condamné au pénal à au moins 10 ans de prison ferme. Alors, en France, pour être condamné à 10 ans de prison ferme,
Faut y aller. Donc ils seront évidemment jamais condamnés. Si déjà on les retrouve, on les a pas retrouvés. Si on les retrouve, ils seront jamais condamnés à 10 ans de prison ferme. Donc on ne pourra pas leur retirer leur statut de réfugié. Et je vais même ajouter, parce qu'il faut que les Français sachent tout ça, si même on arrivait à leur retirer leur statut de réfugié, pour pouvoir les renvoyer ensuite en Tchétchénie, il faudrait démontrer à la Cour européenne des droits de l'homme qu'ils ne risquent pas de mauvais traitements en Tchétchénie. Or, eux, leurs avocats et les associations de migrants qui les défendent démontreraient l'inverse facilement. Et donc la CEDH dirait à la France, vous gardez ces réfugiés tchétchènes sur votre territoire national. Vous savez qu'on a été condamné à de nombreuses reprises à des millions d'euros d'amende parce qu'on avait osé expulser des gens terroristes en France et qui risquaient notamment en Algérie d'être plutôt maltraités dans leur pays. Voilà la réalité. Donc tant qu'on sera dans l'Union européenne, tant qu'on sera dans la Cour européenne des droits de l'homme, tant qu'on n'aura pas fait le Frexit et en même temps la sortie de la CEDH, on parle dans le vide sur la question migratoire. On parle dans le vent et on raconte des bêtises aux Français. Vous avez mentionné le quartier impliqué dans ces... Enfin, en tout cas, le quartier qui a été le théâtre de ces affrontements. C'était donc le quartier des Grésilles à Dijon. On a appris que 130 millions d'euros avaient été investis dans ce quartier, et pourtant, voilà le résultat. Est-ce qu'il faut remettre en question les politiques de la ville ? C'est-à-dire que, déjà, moi, je fais pas, si vous voulez, je confonds pas. Il y a plein de gens, je suis sûr, dans ce quartier, comme dans tous les autres quartiers, qui vivent, y compris issus de l'immigration, qui vivent tout à fait normalement, qui travaillent, qui demanderaient qu'une seule chose, c'est retrouver la paix. Voilà. La paix, la sécurité, y compris pour leurs enfants. Après, on a mis beaucoup d'argent dans ces quartiers. En réalité, souvent, on a mis de l'argent pour acheter la paix sociale, pour acheter la paix, même pas que sociale, pour acheter la paix tout court, ou tenter de l'acheter. Ce qui est toujours un mauvais pari, parce que ça finit toujours par vous exploser la figure, ce genre de marchandage. Donc, à l'évidence, il y a beaucoup d'argent qui n'a pas été mis à bon escient. Voilà. Moi, je pense qu'il faut casser ces cités, ces ghettos, ces tours, il faut les casser. Je pense qu'on ne peut pas y vivre sereinement et normalement. Ce sont des logements qui sont souvent insalubres ou qui ne sont pas humains, donc il faut les casser, il faut réhabiliter. Mais en même temps, si à côté, si vous voulez, si on ne sort que le chéquier, mais qu'on ne sort pas aussi un peu de force, qu'on ne tape pas du poing sur la table et qu'on ne se redonne pas les moyens de rétablir la paix et de régler le problème migratoire dans notre pays, donc qu'on ne retrouve pas notre souveraineté migratoire, eh bien, en fait, on est condamné à l'impuissance. On est condamné à faire des chèques qui vont, en fait, à chaque fois être perdus, qui vont bénéficier à une petite partie de la population. Peut-être qu'il y aura quelques dépenses qui seront utiles, je ne le nie pas, mais beaucoup de dépenses vont simplement être perdues et on ne peut pas se permettre comme ça de perdre l'argent du contribuable français pour rien. On va changer de thématique, juste pour rappel pour les internautes, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On va revenir un petit peu sur la séquence George Floyd et aussi Adama Traoré en France. Est-ce que le gouvernement a joué avec le feu concernant cette thématique puisque, par exemple, alors même que les manifestations étaient censées être interdites, celles-ci ont été tolérées à cause de, je cite, l'émotion que ces événements suscitent, sans parler du fait que Castaner, et notamment on dit qu'il était prêt à mettre le genou à terre, par exemple. Oui, j'ai même vu sur votre site internet que Castaner avait imaginé une cérémonie place Beauvau avec lui-même et des policiers qui mettaient le genou à terre. Voilà, tout ça est totalement délirant. Je pense que le gouvernement sait très bien ce qu'il fait. Je pense qu'ils ont une trouille, c'est qu'on reparte sur leur responsabilité concernant le Covid, c'est qu'on aille, si vous voulez que les Français leur demandent des comptes, qu'on aille sur ces sujets extrêmement sérieux, sur les conflits d'intérêts, sur la question de ce qui s'est passé pendant le coronavirus, les 30 000 morts, et puis maintenant leur responsabilité dans la crise immense qui va déferler en France, historique. Ils ont une trouille, c'est que le débat politique se focalise sur ces sujets-là. Et que le peuple français se coagule contre ses maîtres, en fait, contre ce pouvoir et contre l'oligarchie qui est vraiment à la manœuvre en France. Alors comment ils font pour éviter ça ? C'est une technique classique qui s'appelle l'ingénierie sociale. C'est-à-dire que vous avez des gens unis face à vous qui sont sur une lutte verticale, c'est-à-dire le peuple contre ses maîtres. Il ne faut surtout pas que ce soit vertical, il faut que ça reste horizontal. Alors comment on fait pour que ce soit horizontal ? On fait que les gens se tapent dessus entre eux. Voilà, les petits contre les petits. Alors ça donne les soignants contre les policiers, les noirs contre les blancs, etc. Quitte à
dire n'importe quoi. C'est-à-dire, quitte à dire que quand on est noir en France, on risque de se faire massacrer par la police. Ça, c'est la fameuse starlette, là, je ne sais plus comment elle s'appelle. Voilà, Camélia Jordana. Quitte à importer, si vous voulez, un conflit interethnique complètement américain. On n'a pas la même histoire du tout. On n'est pas du tout dans la lutte de les mêmes luttes, les mêmes combats sur la ségrégation raciale, etc., qu'ont connu les États-Unis, qui connaissent encore en partie. On a importé de toutes pièces artificiellement une histoire pour distraire l'attention. Alors pour faire le jeu de la famille Traoré, qui elle joue sur cette affaire-là depuis 4 ans, pour faire pression sur la justice de manière indigne. Et de l'autre côté, le gouvernement français s'est engouffré dans la brèche, avec l'aide des médias, pour qu'on ne parle que de ça. Voilà. Mais je crois que c'est totalement voulu, totalement fait exprès. Il ne faut pas tomber dans le panneau. Et je suis quand même assez heureux de voir que beaucoup de nos compatriotes noirs, qu'ils soient d'outre-mer ou pas, ne sont pas tombés dans le panneau. Et ils nous disent, j'ai vu beaucoup de témoignages, ils nous disent, non, quand on est en France, on n'est pas maltraité, non, on n'est pas massacré par la police. Tout ça, c'est faux. Voilà. J'ajoute que j'aimerais bien qu'une enquête soit faite sur qui finance le comité Adama Traoré. C'est quand même incroyable, cette affaire. Ça fait 4 ans qu'ils payent des avocats. D'ailleurs, ils portent plainte contre tout le monde. Dès que vous les critiquez, peut-être que là, ils vont porter plainte contre moi. Dès que vous les critiquez, ils portent plainte. Donc ça coûte cher, tout ça. Ils organisent des manifs monstres. Il y a beaucoup des t-shirts, il y a des podiums, il y a des transports, etc. Il y a des lobbies derrière pour faire la com. Ça coûte très cher, tout ça. Qui finance ça? Qui finance ça? Voilà. Moi, ça m'intéresse, cette question-là. Est-ce que c'est les mêmes que ceux qui financent Black Lives Matter aux États-Unis? Vous savez que Black Lives Matter, la fondation Ford y a mis 100 millions de dollars. Les gens ne savent pas tout ça. On ne fait pas la révolution. Moi, je les ai vus avec leurs petits points-points, là, levés à l'américaine, les Adama Traoré, à nous dire Black Lives Matter, avec leur slogan écrit en américain. Ils croyaient faire la révolution. Mais ils ne se rendent pas compte qu'ils font une révolution qui est soutenue par le gouvernement français, autorisée par le gouvernement français, qui est sponsorisée par Nike, Reebok, Adidas et Facebook. Ils croient faire la révolution avec ça comme sponsor affiché dans le dos. Mais ils sont juste risibles. Alors, la famille Traoré, elle se refait la cerise sur cette affaire. Mais les autres qui tombent dans le panneau, franchement, ouvrez les yeux, quoi. C'est indécent. Au même moment, je vous signale, où il y avait cette manif tolérée parce que Castaner était ému aux larmes par cette affaire, qui t'a au point de vouloir mettre un genou à terre. Je vous signale que 9 gilets pas des gilets jaunes d'ailleurs, enfin gilets jaunes et pas que, 9 citoyens français, 9, manifestaient pour le Frexit devant le siège de la Commission européenne, boulevard Saint-Germain à Paris. On leur a envoyé dans les 5 minutes 40 policiers, il y a les images, 40 policiers, ils ont tous été verbalisés, 135 €. C'était au même moment. Voyez. Alors, sauf qu'effectivement, le Frexit, tout ça, le RIC, sont des luttes sérieuses. Ce sont des luttes verticales. Donc c'est ce qu'il faut combattre. Quand on est le gouvernement, évidemment. On avait une question du chat qui nous reposait une interrogation concernant Dijon. Il y a nos confrères de Marianne qui ont fait état du fait que la communauté tchétchène, en tout cas les Tchétchènes impliqués dans ces affrontements et les Dijonnais impliqués dans ces affrontements, avaient fait la paix dans une mosquée. Qu'est-ce que ça nous dit justement de l'état de la société française? Ça veut dire que là, il ne reste plus rien de la France. Il y a des conflits au nez et à la barbe du préfet et de la police. Et ensuite, on fait la paix, non pas parce que la France l'a exigé, mais parce que 2 imams, il y avait un imam tchétchène et un imam effectivement tunisien, je crois, se sont mis d'accord et ont décidé de faire la paix. Donc c'est remplaçant, c'est la privatisation religieuse de la loi française en réalité. Et voilà. Bon, c'est tout à fait logique, ça va avec la partition du territoire. Mais ce n'est pas une fatalité, cette affaire. Si on en est là, c'est qu'on l'a voulu. C'est que des gouvernements français, depuis une trentaine d'années au minimum, eh bien, ont capitulé systématiquement. Par clientélisme, par faiblesse, par peur. Et aussi, moi je pense, par intérêt, parce que, encore une fois, c'est tellement bien d'avoir un peuple, une nation fragmentée, fracturée. C'est tellement pratique, plutôt que d'avoir un peuple uni qui peut éventuellement vous combattre. Le fameux divisé pour... Exactement. On va revenir donc sur les questions de sécurité intérieure. Après les différentes déclarations du ministre de l'Intérieur sur la police, un mouvement de contestation est en train de naître au sein des forces de l'ordre, qui manifestent maintenant tous les soirs pour exprimer leur colère, et même pour certains, demander la démission de Christophe Castaner. Quelle réponse faut-il apporter à ces policiers en colère ? C'est une question compliquée, la police, parce que moi, je n'oublie pas que certains se sont très mal comportés pendant l'affaire des Gilets jaunes.
si vous voulez. Donc, je pense qu'il y a deux choses à éviter. Il y a d'un côté ce qu'a dit Castaner, la police est raciste, ils seront suspendus en cas de suspicion avérée de racisme, c'est complètement hallucinant. Leur retirer la clé d'étranglement sans donner de solution alternative, c'est-à-dire les mettre en danger, c'est tout à fait aussi hallucinant, irresponsable. Donc de ce point de vue-là, ils ont raison. Ils ont raison de demander la démission de Castaner et ils font un métier extrêmement difficile. Enfin, c'est vrai qu'ils doivent faire face à des gens extraordinairement violents. Je ne parle pas forcément des manifestations d'ailleurs. Hein. Je parle au jour le jour. Dans certains quartiers, il y a des gangs, il y a des gens extraordinairement violents, il y a les racailles, etc. Donc, on doit les soutenir de ce point de vue-là. D'un autre côté, moi j'ai toujours dit à la police et à la gendarmerie, faites aussi un peu le ménage chez vous. Ne tombez pas dans le panneau. Vous avez eu des comportements pendant 1 an et demi de gilets jaunes, pour certains d'entre vous, je ne mélange pas tout hein, évidemment, mais pour certains d'entre vous, vous avez eu des comportements inadmissibles. C'est vrai qu'il y a quand même des gens, y compris chez nous aux Patriotes. Moi, j'ai un référent dans les Ardennes, totalement pacifique, qui manifestait à Charleville-Mézières, un père de famille, il a eu un œil crevé, si vous voulez. C'est totalement inadmissible. On a vu des choses d'une violence inouïe que d'ailleurs on n'a pas vu dans les manifestations Traoré. Hein. Moi, j'ai pas vu à ce moment-là. Hein, j'ai vu ni les Black Blocs, ni les Antifas, ni la police taper sur tout le monde, hein, comme par hasard. Quand ça arrange bien le pouvoir, on les voit pas. Mais donc, si vous voulez, il faut que la police comprenne qu'elle est avec le peuple. Le jour où on arrête de se taper dessus entre petits, où les policiers, les gendarmes, les soignants et tout le monde comprend qu'on est dans le même bateau, manipulé par les mêmes, et qu'on a intérêt ensemble à faire front, on gagne. Voilà, on gagne, c'est tout. Si on accepte de se faire diviser, de se faire manipuler, on perd, à tous les coups. On avait couvert une des manifestations, notamment des policiers en colère à l'Arc de Triomphe l'autre soir, et il y a un gradé qui nous a confié qu'effectivement, concernant les gilets jaunes, ils avaient les ordres de taper fort, et là, ils ne les avaient pas. Donc après, si les policiers n'ont pas les ordres nécessaires pour faire soit le maintien de l'ordre, soit ne pas être aussi violent, c'est pas tellement leur responsabilité. Non, bien sûr que c'est d'abord et avant tout une responsabilité politique, c'est une évidence. Les premiers responsables, si vous voulez, c'est le préfet allemand, c'est Castaner et c'est Macron en réalité. Mais malgré tout, vous restez des hommes et des femmes, même quand vous avez l'uniforme. Voilà. Donc même s'il y a une pression forte de votre hiérarchie, je sais ce que je dis, c'est facile à dire, c'est pas forcément facile à faire. J'en suis parfaitement conscient. Moi, je suis pas policier, je suis pas dans leur peau. Mais vous avez en face de vous des pères de famille, des mères de famille, une petite grand-mère même, hein, ou des jeunes. Alors ils peuvent parfois même être très en colère. Mais attendez, il y a beaucoup de Français qui sont en colère. Et alors ça les amène parfois même à péter un câble et à faire des choses qu'ils regrettent instantanément après. Mais ils l'ont fait. Et est-ce que ça mérite quand même de se faire tabasser, de se faire arracher une main? On est quand même dans la même nation. On est quand même les mêmes. Le policier, il gagne le même salaire que le père de famille en face, si vous voulez. Donc, c'est à eux aussi, parfois, d'être capables de se distancier d'un ordre qu'ils jugent malsain ou complètement irresponsable. On va revenir sur la thématique indigéniste. Lors des différentes manifestations pour George Floyd ou Adama Traoré, certains ont appelé à déboulonner certaines statues en France. Le nom de Colbert est sorti, voire même celui de Napoléon. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Même De Gaulle, j'ai entendu. Même De Gaulle. Qu'est-ce que j'en pense? Qu'ils essayent, tiens. Qu'ils essayent. J'en pense que ce sont des esprits totalitaires, tout simplement. C'est une des grandes caractéristiques des régimes totalitaires, c'est d'effacer l'histoire. Alors, ce sont les statuts. D'ailleurs, Orwell, en 1984, le décrit extrêmement bien. Hein, on revoit les noms, on réécrit les livres, etc. Évidemment, on efface des choses, ça n'a jamais existé. C'est la même chose, si vous voulez. Ils veulent revoir les statuts, ils veulent revoir aussi les noms de rues, ils veulent revoir des noms d'écoles. Mais la prochaine étape, c'est qu'ils vont vouloir brûler des livres. C'est une évidence. Parce qu'attendez, vous avez un tas, à mon avis, la grande majorité des écrivains dans l'histoire de France, si vous reprenez ce qu'ils ont dit dans leur contexte, alors vous ne pouvez plus le comprendre en 2020. Mais sauf que vous faites un énorme anachronisme. Donc, ça nous amène à ça, si vous voulez. Ça nous amène à une espèce de société totalitaire où une petite minorité agissante, ne se reconnaissant pas et ne voulant pas se reconnaître de toute façon dans la France et dans l'histoire de France, va imposer sa règle, quitte à casser. Voilà. Donc il faut... Alors Macron a dit qu'il n'en était pas question. Bon, dont acte. J'espère que l'État mettra les moyens pour
défendre les statues et le cas échéant punir extraordinairement sévèrement ceux qui ne toucheraient que d'un cheveu d'ailleurs ces statues. Sinon, il faudra en appeler à des collectifs citoyens pour défendre notre histoire et nos statuts. Voilà, tout simplement. Moi, j'ai lancé une pétition d'ailleurs sur le site des Patriotes pour défendre nos statuts. S'ils n'aiment pas l'histoire de France, si pour eux Napoléon, De Gaulle, Colbert, Faidherbe, ce sont tous les noms qu'ils ont cités, hein, Schœlcher, etc., ça ne leur dit rien. Si ça résonne pas en eux, si ça les fait pas même frissonner, moi je prononce Napoléon, je frissonne si vous voulez, De Gaulle, et je ne vais pas juger 200 ans plus tard ce qu'a fait Napoléon sur certains points, puisque ce serait faire un monstrueux anachronisme, et ce serait idiot, c'est juste idiot. Si ça les fait pas frissonner, s'ils n'aiment pas ça, c'est qu'ils n'aiment pas la France. Alors à ce moment-là, vous savez, il y a 200 autres pays dans le monde, en dehors de la France, où on peut vivre très très heureux, et ils ne trouveront pas à chaque coin de rue une statue de Colbert ou une statue de De Gaulle. Mais ça, c'est leur problème, c'est pas le problème des Français. Vous dites que c'est un comportement totalitaire, mais ouais. Est-ce que ce serait pas un comportement républicain? Parce qu'en 1793, par exemple, la Convention décide de profaner la basilique Saint-Denis, de sortir tous les corps des rois et reines de France. Finalement, c'est assez républicain comme tradition. Parce que là, vous parlez de la partie la plus, ce qu'on appelait la terreur, la partie la plus totalitaire justement de la Révolution. C'est la Révolution. Bon, la Révolution, c'est un bloc, c'est pas moi qui l'ai dit, mais la Révolution, il y a eu des périodes extrêmement différentes. Et d'ailleurs, même les mêmes hommes. Vous savez, quand Robespierre arrive, il a été élu député du tiers-État. Quand il arrive pour les États généraux au départ convoqués, il n'est pas républicain, il est monarchiste encore, si vous voulez. Et il va évoluer, et puis à un moment, il va devenir un personnage qu'on connaît. Et il va finir d'ailleurs la tête coupée lui-même, parce que c'est généralement le sort qui vous attend quand vous coupez la tête à tout le monde. Donc, je confonds pas, si vous voulez, une période avec tout, avec l'ensemble. Ça n'aurait pas, encore une fois, de sens. Mais j'assume aussi cette période, parce que j'assume toute l'histoire de France, même si ça me fait pas plaisir. Même si, moi, je considère que la France n'a pas commencé en 1789, que je pense que la France a 1500 ou 2000 ans d'histoire, que j'ai un immense respect pour nos rois qui ont bâti la France, quitte à battre nos ennemis, et qui ont parfois eu un génie créatif, un génie d'innovation, un génie d'art et de culture et de commerce pour notre pays. Moi, si vous voulez, je prends toute l'histoire de France. Et il faut prendre toute l'histoire de France. Dans un entretien donné à Valeurs Actuelles cette semaine, l'ancien ministre de l'Intérieur Manuel Valls a affirmé que la lutte des classes avait laissé place à, je cite, la guerre des races. Est-ce que vous le rejoignez sur ce constat? Moi, je crois pas, mais c'est le but. Je pense que Valls exprime là le but de l'oligarchie en place. C'est effectivement de remplacer la lutte des classes par la lutte des races. Double intérêt. L'intérêt, évidemment, c'est qu'encore une fois, on horizontalise là où vous avez des luttes verticales. La lutte des classes, c'est une lutte verticale. On la transforme en lutte des races, c'est une lutte horizontale. Ça arrange le pouvoir, diviser pour régner, comme vous disiez vous-même. Deuxième intérêt, ça vous interdit de poser la question de l'immigration. Parce que vous devenez immédiatement raciste. Ah bah oui. Et si vous voulez même restreindre les flux migratoires, voire beaucoup plus comme moi, c'est-à-dire il faut arrêter l'immigration massive, on doit retrouver nos frontières, on doit arrêter tout ça, c'est ingérable aujourd'hui. Vous ne pouvez plus le dire puisque vous êtes immédiatement raciste. Et vous ne faites qu'exprimer votre privilège blanc. Vous voyez, et vous ne faites que témoigner du racisme systémique. Je reprends leurs termes, leurs expressions venues des États-Unis, évidemment, venues des universités américaines, plus précisément, à bon escient. Parce qu'ils vous entraînent dans cette rhétorique. Une rhétorique qui est, elle aussi, totalitaire. Vous êtes piégés. Vous êtes blanc et vous critiquez l'immigration, mais c'est parce que vous êtes blanc et que vous jouissez de ce privilège blanc que vous ne voulez pas perdre. Vous voyez, ils vous emmènent, ils dépolitisent le débat et ils le racialisent, effectivement. Et ils en font un débat essentiel. Par essence, vous êtes blanc, donc par essence, vous êtes raciste. Et donc, par essence, tout ce que vous dites est illégitime sur le sujet parce que vous voulez maintenir votre privilège. C'est machiavélique comme opération. C'est diaboliquement machiavélique. Je pense qu'il y a beaucoup d'intérêts financiers derrière qui soutiennent toutes ces manipulations et tous ces discours. C'est juste aux Français de ne pas tomber dans le panneau, c'est tout. Nous sommes aujourd'hui le... Ah, peut-être qu'il y a une question? Non, c'est bon. Alors, nous sommes aujourd'hui le 18 juin, c'est l'anniversaire du fameux appel à la résistance du général de Gaulle depuis Londres, excusez-moi. De nombreux responsables politiques se réclament de l'héritage gaullien aujourd'hui. Qu'est-ce que cela représente pour vous? Oh bah, si vous voulez, là, c'est 80 ans d'un appel à la résistance. Un appel à la résistance qu'en fait, le général de Gaulle...
poursuivra toute sa vie. Toute sa vie, en fait, le général de Gaulle a été en résistance. Il l'a dit lui-même. J'ai retrouvé ces phrases citées par Perfit, cette phrase de Gaulle de 63, rapportée par Perfit un peu plus tard, où il disait le peuple français dans ses tripes est patriote, la bourgeoisie française ne l'est plus. Il parle de bourgeoisie même abattardie, il a des mots très durs, mais qui résonne encore totalement aujourd'hui, qui veut toujours plaire à l'étranger, se vendre à des puissances étrangères, à des tutelles, trouver une tutelle toujours. Alors aujourd'hui, la tutelle, c'est l'Allemagne, c'est l'Union européenne, c'est l'atlantisme en ce qui concerne la défense. Donc si vous voulez, moi, c'est ça qui résonne dans le gaullisme. C'est cette lutte permanente et difficile, à contre-courant, pour l'indépendance nationale, pour la grandeur de la France, pour la souveraineté nationale. Et une fois qu'on a compris ça, les choses s'éclairent. Pour moi, il est évident qu'aujourd'hui, De Gaulle se battrait pour le Frexit. Pour moi, c'est une évidence absolue. Et si vous voulez, je fais pas parler un mort en disant ça. Je fais vivre un héritage. Et c'est une telle évidence quand vous lisez le général de Gaulle, quand vous voyez ce qu'il a fait, au moment même, il faisait par exemple la politique de la chaise vide sur l'Europe, au moment où l'Europe était une tutelle 1000 fois moins importante qu'elle n'est aujourd'hui. Et pourtant déjà, il ne l'acceptait pas. Alors imaginez aujourd'hui, il reviendrait maintenant, il se rendrait compte que la France n'a plus sa monnaie, ses frontières, son budget, ses lois, et demain son armée, puisqu'ils sont en train de nous faire les chars franco-allemands et tout le reste. C'est évident qu'il se battrait pour le Frexit. C'est une évidence absolue pour moi. Même s'il a signé le traité de Rome? Oui, d'ailleurs, il a signé le traité de Rome et il a voulu à un moment le dénoncer. Ça, Perfit le raconte aussi. Et c'est son entourage le plus fédéraliste, on va dire, qui lui a dit « Mon général, ne vous inquiétez pas, ce qu'on appelait à l'époque les potentialités fédérales ne se déclencheront jamais. » Évidemment, tant que De Gaulle était vivant, elles ne se sont pas déclenchées parce qu'il y avait De Gaulle. À partir du moment où le trône est resté vacant et qu'en réalité, il a été remplacé par des gens plus petits que lui, eh bien, progressivement, ces potentialités fédérales se sont déclenchées. Donc je pense que De Gaulle, revoyant rétrospectivement ce qui est devenu le traité de Rome et la CE en 1957, rétrospectivement ne l'accepterait plus, ne le signerait plus. Et il serait plutôt d'accord d'ailleurs avec Mendes France. Il faut lire une phrase incroyable de Mendes France qui a voté non, lui, comme député en 1957 au traité de Rome, et qui avait dit il y a deux manières de mettre en place une dictature. La manière traditionnelle, qui est de remettre tous ses pouvoirs dans les mains d'un seul homme, ce qu'on connaît, le tyran, le dictateur. Et puis il y a la nouvelle méthode par l'Europe, qui, au nom de la technique, vous amène à transférer de plus en plus de votre politique nationale et internationale vers une autorité technique non élue, la Commission européenne. Il a décrit de manière visionnaire et éclatante en 1957 ce qu'allait devenir la dictature européiste. Alors toujours concernant cet héritage gaulien, on a tous vu les images de l'accueil glacial que les habitants de l'île de Sein ont réservé à Marine Le Pen, venue en déplacement pour rendre hommage au général de Gaulle et à la Résistance. Vous qui avez côtoyé Marine Le Pen de près, est-ce que cet hommage vous semble sincère? Si vous voulez, moi je suis contre cette idée qu'on accueille mal un responsable politique, qu'elle soit empêchée ou entravée d'aller dans tel ou tel endroit. Je trouve ça lamentable. N'importe quel responsable politique doit pouvoir aller là où il le souhaite en France. Et donc j'ai trouvé lamentable les manifestations, les attaques dont elle était victime à Dijon, même ce qui s'est passé sur l'île de Sein. Bon, on n'est pas obligé de huer les gens quand on n'est pas d'accord. On peut ne pas être d'accord, bien sûr. Enfin, on n'est pas obligé d'avoir ce genre de comportement. Pour moi, c'est pas démocratique. Maintenant, moi, ce qui me frappe, si vous voulez, elle fait ce qu'elle veut et je sonde pas ce qu'elle a dans son cœur. Je sais pas. C'est au moment même où le Rassemblement national est le plus loin du programme gaulliste qu'il se prétend le plus gaulliste. C'est là le paradoxe pour moi. C'est au moment même où il a abandonné le Frexit, où le RN a laissé tomber le Frexit, laissé tomber la sortie de l'euro, laissé tomber la sortie de l'OTAN, j'ai vu ça récemment, qu'il se déclare gaulliste. Ce qui n'est pas nouveau, mais elle l'a fait avec plus de flamboyance que les autres années. C'est paradoxal. Voilà. Et c'est peut-être même l'explication. Moins c'est gaulliste, plus ça sent le besoin de le dire, en fait. Et de sa part. Donc moi je l'explique comme ça, voilà. Après elle fait ce qu'elle veut, mais encore une fois, quand vous voulez rester, comme c'est le cas aujourd'hui du RN, dans l'Union européenne, dans l'euro, dans l'OTAN, bon, je suis désolé, je vois pas très bien ce qui reste du gaullisme là-dedans. Pas grand-chose. On avait une question d'une internaute qui se prénomme Anna. Pensez-vous qu'une réémigration massive soit nécessaire ou croyez-vous en une assimilation possible des communautés, notamment musulmanes? Bon, déjà, si on raisonne en termes d'assimilation de communauté, on est foutu, puisque ce n'est pas une communauté qu'on va assimiler, ce sont des individus.
Moi, je ne raisonne pas en termes de communauté. Je vais être clair. Moi, je pense que le monde d'après doit être un monde d'harmonie et d'équilibre, où chacun doit pouvoir vivre heureux dans son pays, sur son continent. Et s'il y a en France des familles, même françaises, qui au bout d'un moment se sentent plus bien en France, pas heureuses, et qui veulent revenir dans leur pays d'origine, ou même le pays de leurs ancêtres, qu'elles n'ont pas forcément même connu elles-mêmes, mais qui ont ce projet de vie, ou projet de famille, on doit pouvoir les aider à le faire. Voilà. Alors, Anna appellera ça la réimmigration, pourquoi pas, comme on veut. Ça, oui, je pense que c'est, à mon avis, tout à fait moderne et tout à fait humaniste. Voilà. Je pense que le monde, il est beau quand il est divers. Pas quand on fait le maelstrom mondialiste où on mélange à part égale tous les peuples, toutes les civilisations et toutes les cultures et on dit c'est ça. Non, à la fin, ça donne juste des consommateurs abrutis par la télévision à l'américaine, avec, si vous voulez, avec une culture moyenne, quoi. Et c'est pas ça, pour moi, la diversité et la beauté du monde. Voilà. Donc je pense que l'assimilation est possible. Il y a d'ailleurs des cas formidables d'assimilation encore aujourd'hui, et je pense qu'elle est possible à toute petite dose. C'est tout simplement une question, si vous voulez, de quantité. C'est-à-dire qu'on peut avoir un tout petit flux d'immigration tout à fait nécessaire au pays, par exemple des gens très très qualifiés ou très brillants qui veulent venir en France, y développer leur amour de la France et leur talent et leur art. Bienvenue, bienvenue. Mais pour le reste, on n'a pas besoin, par exemple, de ces dizaines de familles tchétchènes. Je ne sais pas ce qu'elles viennent faire en France. Hein. Donc, je pense que c'est assez simple de séparer le bon grain de l'ivraie. Et en réalité, les Français d'origine étrangère et qui se sentent français, qui aiment la France sincèrement, qui veulent y vivre tranquille, ils savent bien qu'ils ne sont pas concernés par ce discours de retour au pays dont je parle. Ils le savent intuitivement. Et ils savent, j'ai même pas besoin de leur dire que je ne fais pas d'amalgame, parce qu'ils le savent que eux, ils sont dans la nation française et que les Français leur demanderont jamais rien. Les Français ne sont pas racistes, hein, pas du tout. Ce qu'ils n'aiment pas, en revanche, c'est qu'on se moque d'eux quand on vient dans leur pays. Une dernière question peut-être concernant le Frexit. On a vu notamment lors des manifestations des Gilets jaunes ces dernières années où ces idées qui étaient auparavant cantonnées à la sphère Internet et quelques plateaux télé émergeaient véritablement dans le débat public. Néanmoins, les partis qui défendent le Frexit restent aujourd'hui fragmentés. On a votre parti, bien sûr, les Patriotes. On peut aussi mentionner l'UPR de François Asselineau. Est-ce que vous pensez que pour la présidentielle de 2022, il serait possible de négocier, avoir un seul parti qui défendrait cette idée du Frexit Alors, si vous voulez, je suis totalement d'accord avec vous. Moi, j'avais proposé une liste unique déjà du Frexit aux européennes en 2019, ça n'a pas pu se faire. Bon, voilà, c'est comme ça, c'est le passé. Aujourd'hui, il y a plus de convergence, il faut le reconnaître. On se parle, on décloisonne, et c'est une très bonne chose entre souverainistes. Et je pense qu'il faut un rassemblement. Moi, j'organise d'ailleurs en ce sens une journée souverainiste le dimanche 5 juillet en Seine-et-Marne, hein, près de Brie-Contrebert. Les gens peuvent s'inscrire, c'est sans entrée gratuite, hein, sur les-patriotes.fr. Et je les invite vraiment à venir. C'est sans exclusive. C'est les Patriotes qui organisent, mais c'est ouvert à tout le monde. Mon Nicolas Dupont-Aignan m'a dit qu'il viendrait, je l'en remercie. Il y aura d'autres orateurs. J'ai invité également François Asselineau, bien sûr. J'attends d'avoir sa réponse. Et d'autres. Et si vous voulez, je pense que c'est indispensable. Macron et tous les européistes, ils misent sur une seule chose, notre bêtise. Ils misent sur le fait qu'on ne se parle pas, qu'on n'arrive pas à sortir de nos chapelles. Si on est intelligent et plus intelligent qu'ils ne le croient, alors il perd. Voilà. Si on arrive à se parler, à faire des choses ensemble, mais pas dans 3 ans, moi je veux vraiment que ça aille vite. Hein. Beaucoup parlent du rassemblement des souverainistes, mais moi j'ai dit non, on fait quelque chose là avant l'été. On fait quelque chose tout de suite et il faut qu'on se mette ensuite d'accord sur une charte commune. Il faut qu'on crée une association loi 1901 avec un nom commun identifié par les Français. Il faut qu'on avance, il faut qu'on recrée de l'espérance dans le peuple français. Et nous, souverainistes, nous avons une responsabilité particulière. Alors dans cette journée souverainiste, il y aura des frexiteurs purs. J'en fais partie, l'UPR aussi. Il y en a qui ne sont pas frexiteurs comme Nicolas Dupont-Aignan, etc. Mais ils se battent pour la souveraineté nationale. Après, on aura nos débats internes. Voilà. Moi, je suis sûr qu'à la fin, le Frexit convaincra tout le monde. Et en tout cas, c'est ça la mission que je me fixe le plus vite possible. Mais c'est bien de faire ça et il faut le faire. Je rajoute d'ailleurs
que ceux qui veulent renforcer le mouvement Frexiteur, ils peuvent. Il y a l'UPR, effectivement, il y a les Patriotes. Allez, moi je suis les Patriotes, donc ceux qui veulent nous rejoindre, je le dis parce qu'on n'a pas un centime, nous, de l'État, ni un seul centime des banques, ils peuvent adhérer dès maintenant aux Patriotes sur le site les-patriotes.fr. Ils peuvent nous rejoindre parce qu'on vit à 100% de nos adhérents et de nos donateurs. Moi je les appelle, j'ai pas honte de le dire. Je serais financé par l'État ou les banques, j'aurais honte. Mais j'ai pas honte de le dire, on vit à 100% des adhérents et de donateurs. Vous êtes les bienvenus et je vous attends parce que vous êtes la condition de notre liberté, de notre indépendance. Je vais peut-être vous prendre un peu au dépourvu, mais vu qu'on est le 18 juin et que je sais que vous êtes un grand adorateur du général de Gaulle, est-ce que vous avez une citation fétiche de Charles de Gaulle? J'en ai plein. Je vais peut-être vous citer celle qui était sur la statue devant laquelle j'ai déposé une gerbe ce matin. Il y a un lien 20 fois séculaire entre la liberté du monde et la grandeur de la France. Ce qui donne d'ailleurs une indication sur l'âge que le général de Gaulle donne à la France. 20 fois séculaire, c'est 20 fois 100, c'est-à-dire 2000 ans. Voilà, j'en ai énormément. Si vous voulez, la culture générale et l'école du commandement, je pense que c'est quelque chose de très, 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 très vrai. Je pense que nous avons eu grand tort d'affaiblir le niveau de l'école, le niveau scolaire, et notamment de retirer par nivellement par le bas la culture générale, les humanités. Je pense que la culture générale, c'est effectivement l'école du commandement, et c'est plus que ça, c'est l'école de la vie et de la vie en société. Florian Philippot, je vous remercie d'avoir accordé cet entretien à Valeurs Actuelles. Je remercie les internautes d'avoir suivi ce direct et d'avoir posé leurs questions. Et je vous dis tous à très bientôt chez VA.